Alors, il fallait évidemment qu'on vous parle de cette fermeture programmée de l'usine Bridgestone de Béthune, prévue pour l'an prochain. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. On s'interroge, vous vous interrogez d'ailleurs dans l'Opinion, sur à qui la faute. Qui est vraiment coupable ou responsable dans cette affaire? Pour justifier la fermeture de son usine et donc la suppression potentielle de 863 postes salariés, parce que derrière un poste, il y a un salarié, la direction invoque les surcapacités de pneus en Europe, en France et en Europe, et cette concurrence des marques asiatiques sur les pneus d'entrée de gamme. Oui. Est-ce que ce n'est pas un peu court? Non, même si c'est une réalité. Ce n'est pas uniquement et ce n'est pas la seule réalité du site mais c'est une réalité. Mais c'est l'une des réalités, c'est une réalité très importante, effectivement. C'est tout simplement l'évolution de ce marché du pneu. Alors du pneu, c'est des petits pneus de moins de 18 pouces, c'est-à-dire pour les véhicules de tourisme, hein, le tout venant, c'est-à-dire les produits qui ont le moins de valeur ajoutée technologique. Et qui sont plus en frontal avec les pneus chinois. Et qui se coûtent 4 fois moins cher depuis 10 ans, ben voilà, face à la concurrence chinoise. Il y a 20 ans, en 2000, un pneu sur 20 qui était produit et vendu en France était chinois. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. 25% de la production est chinoise, évidemment, avec des coûts de production divisé par 4. Rien à voir avec les coûts, le coût du travail qu'on peut connaître en Europe, évidemment. Alors, la faute, on parle des fautes protéiformes, des responsables protéiformes, responsables politiques, qui ont laissé le marché français, européen inondé de pneus. Eh bien, effectivement. Alors, vous avez plusieurs choses. Vous avez d'abord la direction qui peut-être n'a pas su prendre le virage à temps, peut-être en faisant davantage d'investissements, pour davantage de recherche et développement, pour monter en gamme les compétences et la production du site de Béthune. Ouais. Évidemment, il se dit que la direction a laissé un petit peu l'usine se dépérir, sous-investir. Absolument. Donc, il y a peut-être aussi une volonté de laisser ce centre dépérir, comme vous dites, progressivement pour finir par annoncer la fermeture. Il y a eu du sous-investissement chronique, en tout cas c'est ce qu'on dénonce du côté de Bercy, de l'usine de Bridgestone, même si on va voir que c'est plus compliqué que ça. Et puis il y a évidemment cette concurrence internationale avec cette Europe qu'on a dit passoire pendant des années. Ouais. C'est en train de changer. Ça c'est important de l'expliquer quand même. L'Europe est en train de réagir avec par exemple la réflexion autour de la mise en place d'une taxe carbone aux frontières. La taxe carbone aux frontières, c'est quoi? On se rend compte qu'en France, on produit de moins en moins de CO2, nous, Français, usines françaises, industriels français. Et pourtant, les émissions de carbone ne cessent d'augmenter en France. Pourquoi? Parce qu'on importe, en réalité, beaucoup de produits carbonés, c'est-à-dire qu'on a poussé vers l'extérieur les productions carbonées. Et donc, pour concurrence à peu près égale, maximiser les profits, pour maximiser les profits. Aussi, également. Mais pour qu'il y ait une concurrence à peu près égale maintenant entre notamment les régions asiatiques et l'Europe, eh bien, l'Europe devrait mettre une taxe carbone aux frontières qui augmentera du coup le prix de ces pneus chinois, par exemple, ce qui pourra un peu aider les industriels de l'Hexagone. Il ne faut pas se faire il faut pas rêver non plus. Hein. Je veux dire, tout ce qui est produit bas de gamme aura beaucoup de mal à être compétitif. Il n'y a pas une erreur stratégique et donc de la direction de ne pas être monté en gamme, en même temps produire pour des SUV aujourd'hui qui sont taxés, surtaxés en France, puisqu'ils ne sont pas exploités. Ça fait partie de la schizophrénie un petit peu du gouvernement qui d'un côté vous explique qu'il faut taxer les grosses voitures lourdes qui polluent et qui sont mauvaises, honte aux consommateurs, et de l'autre côté, eh bien, on veut sauver nos entreprises, nos industries, en leur disant monter en gamme sur les pneus. Faites des pneus larges qui seront vendus aux SUV. C'est un petit peu compliqué. Et là, on voit qu'il y a un hiatus quand même entre tous les objectifs gouvernementaux, oui, bien sûr. Ces fameuses injonctions contradictoires, n'est-ce pas? Sachant que le groupe japonais dans son ensemble, Bridgestone, ma foi, il fait 2,5 milliards de profit sur 2019, quasiment autant l'année d'avant. Est-ce qu'il y avait vraiment, on se pose la question, une justification économique de fermer cette usine de Béthune? Au-delà, certains diront, de vouloir augmenter les profits. Alors, d'abord, la raison première d'une entreprise, c'est de faire des profits pour assurer sa pérennité, en fait, qu'on le dise une bonne fois pour toutes. Une entreprise qui n'est plus rentable est une entreprise qui doit fermer. On doit réallouer le capital pour de meilleures utilisations. Dans le monde, n'est pas en difficulté, 2,5 milliards de profit. Non, c'est un sujet européen. Bridgestone a 4 de ces 10 usines européennes qui sont sur des produits faible valeur ajoutée et qui donc vont avoir des problèmes. Et
le rôle de la direction de Bridgestone est de préparer l'avenir du groupe à 5 ou 10 ans. Et donc se concentrer sur les produits où il pourrait être leader de marché, des produits à valeur ajoutée, des produits sur lesquels l'activité peut être pérenne. Ça n'est plus le cas de ce site aujourd'hui. Cette Et question donc, s'est posée. tout le sujet maintenant va être de voir comment on va travailler pour que les choses se passent le moins possible. Il y a eu un cas dans la similaire durée. chez Bridgestone en Italie. Je ne l'ai En pas 2013. creusé le truc, mais j'ai vu qu'apparemment C'est les vrai. salariés s'étaient battus, mais dans le bon sens du terme, sans... Tout en continuant à travailler, c'est-à-dire qu'ils À ont la fait une grève japonaise. à la japonaise, tout en continuant à travailler. C'est vrai, c'était en 2013. Les pouvoirs publics se sont battus corps et âme pour essayer de maintenir cette usine ouverte. Et ça a marché. Les salariés ont suivi et ça a marché. Ils ont contraint Bridgestone à mettre de l'argent, à investir, à monter en gamme. Et finalement, cette usine, elle fonctionne plutôt pas mal aujourd'hui. Donc, cette histoire, on n'est pas blanc-bleu dans cette histoire. Il n'y a pas des acteurs gentils d'un côté, mauvais de l'autre. C'est vrai qu'en mettant une pression politique, peut-être en investissement, il y aura un avenir pour ce site. Personnellement, moi, je n'y crois absolument pas. On est là dans 5 mois de discussion qui s'ouvrent avec les élus locaux, avec les partenaires sociaux. Il faut voir tout le contexte politique qui est autour de tout ça. C'est Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, qui a allumé la mèche la semaine dernière. Xavier Bertrand, qui est en pleine campagne pour l'élection présidentielle 2022. C'est lui qui a porté ce dossier sur la scène nationale. Et qui laisse entendre que l'usine peut être sauvée. Est-ce qu'il n'est pas en train de susciter des faux espoirs? Lui et même le gouvernement d'ailleurs aussi. Effectivement, c'est le reproche qui est en train de monter. C'est-à-dire qu'il y a quand même très peu d'espoir. Bridgestone l'a rappelé. Pour maintenir ouverte cette usine. Alors, il y a le précédent italien, effectivement. Là, pour l'instant, la direction n'est pas vraiment dans cette optique-là. Ce qu'on peut peut-être espérer pour les salariés, c'est terrible, 863 salariés, une usine qui ferme comme ça d'un coup, c'est pour le bassin d'emploi un choc absolument terrible. Un emploi dans l'industrie, c'est 3 emplois induits. Vous avez toutes les entreprises de services autour de ces usines-là aussi, pour qui ça va être très difficile. Sauf que quand une entreprise va mal, elle doit fermer. Et ce que l'État doit faire, ce pourquoi l'État doit travailler, c'est le dynamisme du territoire, État et élus locaux. Et à 20 km de Béthune, qu'est-ce qu'on va trouver d'ici 2023 La gigafactory de PSA, de Total, avec l'aide de l'État, pour construire les batteries électriques, le fameux Airbus de la batterie dont on parle beaucoup depuis un an. Il y a une partie des employés de PSA qui va aller sur le site. Alors, c'est 2500 emplois pour l'instant. L'État compte bien investir aussi sur le plan pour essayer d'agrandir. C'est une possible reconversion, ça? Mais évidemment que c'est une possible reconversion avec des aides à la formation, la montée de compétences en gamme. Pourquoi pas? Mais c'est pour montrer que des entreprises meurent et c'est normal. On parle beaucoup de ces plans sociaux, de ces PSE en ce moment, qui sont très médiatiques, mais les PSE, en réalité, c'est la partie infime de la vague de licenciements qui est déjà arrivée. C'est 50 000 licenciements, les PSE, depuis le début de l'année. Il y a eu 700 000 destructions d'emplois. C'est de l'intérim, c'est du CDD, c'est des non-renouvellements de contrats, tout simplement. Donc, pour lutter contre ça, on peut avoir des points de fixation politiques et médiatiques. On en a eu d'autres. On sait que ça fonctionne plutôt mal au final. Whirlpool et d'autres cas sont là pour le prouver. Ce qu'il faut, c'est rendre au maximum l'environnement, nos territoires compétitifs. Donc vous allez me dire, les charges sociales en France, c'est trop élevé. Mais bien sûr, quand vous avez des salariés qui sont payés mais on sera en jamais moyenne aussi compétitif que la Chine, qui travaillaient 33,6, on sera jamais. Non, mais il y a peut-être que la Roumanie. Bien évidemment, d'où l'intérêt d'avoir un positionnement plus au niveau de l'innovation, de la technologie, de la valeur ajoutée. Mais avoir une entreprise où les salariés travaillent 33,6 heures par semaine, où ils sont payés 3 300 € en moyenne par mois, dans le pays où les entreprises payent déjà 100 milliards d'euros d'impôts, de taxes, de charges, en plus que la moyenne de leurs concurrents européens, tout en produisant des produits à faible valeur ajoutée, l'équation ne tient pas. Les données de l'équation font que le résultat est forcément catastrophique. Au final, c'est à tout cela qu'il faut changer.
un accord je n'y arrive jamais, un accord de performance, pardon, les APC, un accord de performance collective avait été négocié au forceps l'année dernière au sein de l'entreprise Bridgestone. Le dialogue social, il fonctionne. Il y a le sujet des syndicats aussi. 8 mois pour accoucher dans la douleur, un accord qui prévoyait de passer de 33,6 heures de travail hebdomadaire à 35,5 avec compensation salariale à la clé, plus 6,5 millions d'euros d'investissement de la part de la direction. Seuls 2 syndicats ont signé cet accord. Il représentait un tiers des salariés, donc il a fallu faire un référendum au sein de l'entreprise. Il a été rejeté à 60% par les salariés. Pourquoi? Parce qu'ils jugeaient que 6,5 millions, ce n'était pas assez. Ça aurait pu être un premier pas déjà. Mais le résultat, c'est qu'on en est, après ce dialogue social catastrophique, où personne ne s'est entendu en réalité, ni les syndicats qui prenaient mal tout ce que disait la direction, et la direction qui était extrêmement défiante vis-à-vis des syndicats aussi. C'est un dossier qui est suivi depuis 2 ans à Bercy et qui est très compliqué en termes de dialogue social. L'échec de ce dialogue social signe aussi la fermeture de cette entreprise, il faut le dire. Donc les responsabilités, les fautes, elles sont multiples, comme souvent d'ailleurs. C'est un cas très français. Ne soyons pas concurrence manichéens. Internationale, problème de coût du travail, de placement dans le niveau de production, dans le niveau de gamme, et dialogue social catastrophique au sein de l'entreprise. Et bien voilà, ça nous donne des drames comme celui qu'on connaît à Bridgestone. Et on va vouloir toujours acheter des pneus moins chers, notamment en bas de gamme. On a laissé le marché français inondé de pneus, et aujourd'hui, voilà, on le paye indirectement. Voilà. Et ça aussi, hein. C'est une belle conclusion, mais ça, c'est la loi du marché, c'est la loi de la concurrence. Vous avez aussi beaucoup de ménages à faible pouvoir d'achat qui sont très contents de pouvoir acheter des pneus moins chers et qui n'ont pas forcément le pouvoir d'achat pour acheter des pneus plus gros, plus chers, plus coûteux. Et donc, c'est encore une fois ce positionnement dans le marché qui est aujourd'hui très important pour les entreprises. On ne pourra pas vendre en France des produits à faible valeur ajoutée au vu du coût de notre travail. Oui. En 30 secondes, même pas 20 secondes, que vont devenir donc les 863 salariés de Béthune s'ils sont licenciés? Il y a cette reconversion possible. La première bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, alors le dialogue social était extrêmement médiocre et délétère au sein de Bridgestone. Syndicats et l'ensemble de la direction et l'intersyndicale ont réussi vendredi dernier à signer un accord. Sur le cadre des discussions qui vont s'ouvrir pendant 5 mois. Bridgestone a montré un peu patte blanche ces derniers jours après le coup de pression politique de Xavier Bertrand en disant qu'il participerait, qu'il ferait tout son possible pour trouver des solutions. Agnès Pannier-Runacher, je vous coupe, qui a dit que Bridgestone avait d'autres intérêts en France. Je crois je ne sais pas si c'est Speedy, je ne sais plus. Oui, ils ont un réseau commercial, ils ont 3500 salariés en France, Bridgestone. Et donc, ils pourraient recaser certains salariés, soit dans leur réseau de distribution, soit ils ont un réseau commercial. Donc, il y aura des choses à faire. Encore une fois, il y a des sites industriels qui vont monter à Douvrin, à 20 km de Béthune, avec cet Airbus de la batterie, cette Gigafactory. Valeo est en discussion avec l'État pour créer une unité de production de véhicules électriques aussi par là-bas. Donc, il y a des choses à faire. Encore une fois, c'est le dynamisme économique de la France qui permettra de régler ce genre de problème. Pour finir sur une note positive, merci beaucoup. Raphaël Legendre, donc journaliste à l'Opinion. Merci, bye.